Bonjour à tous, bienvenue dans le journal. Dans l'actualité de ce mercredi 6 mai, le mois de mai a-t-il un impact sur l'économie? Il faut dire que les jours fériés et les ponts s'enchaînent durant ces 30 jours. Le point donc dans ce journal. Les jeunes restent les premières victimes de la route. Une nouvelle campagne de sensibilisation leur est donc consacrée. Mais tous ces messages et ces images chocs changent-ils vraiment leur comportement? Enfin, à 2 jours du 8 mai, portrait d'un résistant de la Seconde Guerre mondiale dans ce journal. Maurice de la Pintière a été déporté en Allemagne. De retour en Vendée, il a eu besoin de mettre sur papier l'horreur des camps. 70 ans plus tard, son fils nous présente les œuvres de son père. Vendredi, ce sera le 8 mai. Beaucoup d'entre nous ne travailleront pas. Avant ça, il y a eu le 1er mai, suivent ensuite le jeudi de l'Ascension, avec pour certains un éventuel pont, et enfin le lundi de la Pentecôte. Au total, pour les salariés, ce mois de mai ne comptera qu'une seule semaine complète de travail. Avec les ponts, c'est donc seulement 17 jours d'activité. Alors ce constat peut-il avoir des conséquences sur l'économie? Certains secteurs en souffrent en effet. Selon l'INSEE, ces 4 jours fériés vont coûter 5 milliards d'euros à l'économie française. Le point avec Samuel Grasset. Dans cette entreprise de transport, mai est l'un des plus mauvais mois de l'année. Les 4 jours fériés, c'est environ 20% de chiffre d'affaires en moins. Tous les camions hors alimentaire doivent s'arrêter de rouler la veille d'un jour férié à partir de 22 h. Certains chauffeurs sont donc bloqués sur la route, comme ce fut le cas la semaine dernière avec le 1er mai. Nous avons donc eu 8 conducteurs de bloqués sur notre effectif global, ce qui est peu par rapport à certaines années, mais qui est quand même notable, car nos conducteurs ne pouvaient rentrer compte tenu des interdictions de circuler. Donc ceux-ci ont été bloqués du jeudi 30 à 22 h jusqu'au vendredi soir 22 h. Des camions et des chauffeurs à l'arrêt qui coûtent à l'entreprise. Les plannings en mai, c'est donc un véritable casse-tête pour livrer les clients en dehors des week-ends, des jours fériés et des ponts. Nous sommes obligés soit de faire appel à du personnel intérimaire pour pouvoir, enclencher des rotations complémentaires ou à une sous-traitance spécifique pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Mais le secteur des transports n'est pas le seul touché. La plupart des entreprises et des salariés ressentent cet effet jour férié au mois de mai. Moi, je travaille avec les entreprises et c'est vraiment une période où ils n'ont pas le temps de me recevoir. Et ça fait moins de boulot et donc ça permet de préparer justement les 3-4 jours de vacances qu'on a le week-end. On essaye d'être un peu productif quand même, mais c'est moins productif qu'un mois normal. Faut-il alors supprimer des jours fériés pour relancer l'économie? C'est ce que pensent certaines organisations patronales de Vendée, comme le MEDEF. Une étude des économistes du MEDEF ont calculé que si on travaillait 2 jours de plus ou si on avait 2 jours de congé en moins dans l'année, pas nécessairement au mois de mai, n'importe quand dans l'année, on pourrait créer 1 point de PIB supplémentaire et 100 000 emplois. Des chiffres que ne partage pas l'INSEE. En fait, l'Institut national de la statistique estime qu'un jour férié ne fait varier l'économie que de 0,06 points de croissance. Parce que ces congés sont favorables à d'autres secteurs économiques, les commerces et bien sûr le tourisme en Vendée. Ce qui pèse le plus en revanche, c'est l'accumulation entre jours fériés et jours de congés pris avant ou après, comme c'est le cas avec le pont de l'Ascension. Cette question à présent, comment interpeller les jeunes sur les dangers de la route? Car cette population reste l'une des premières victimes. La preuve, l'an passé, sur les 54 personnes décédées sur les routes de Vendée, 18 avaient moins de 25 ans. La préfecture propose donc un nouveau support de communication basé sur la vidéo, avec des témoignages de jeunes accidentés ou des vidéos reprenant le système des séries policières américaines, où l'on y parle de la vitesse, de l'alcool ou encore de la sécurité, comme dans cet extrait. Regardez. Après son petit déjeuner, Hugo sort son scooter et le démarre. Il met son casque rapidement, sans boucler la sangle. Il roule à vitesse normale sur l'avenue qui mène à la salle de sport. Un chien traverse la route à quelques mètres d'Hugo. Il est surpris et dérape. Dans sa chute, il perd son casque mal attaché. Il heurte le sol 3 mètres plus loin. Son crâne percute le rebord du trottoir. Hugo meurt dans l'ambulance d'une hémorragie cérébrale.
Et ces supports seront diffusés dans les établissements scolaires. Cette nouvelle action a d'ailleurs été présentée lundi au lycée François Truffaut à Challans. L'occasion de donner également la parole aux premiers concernés. Mais au fil des discussions, les jeunes avouent que pour se sentir réellement concernés, il faudrait presque expérimenter. Alors ces messages ont-ils un impact? Le directeur de cabinet du préfet nous répond. La jeunesse a ce privilège de l'avenir, de la liberté et évidemment de l'insouciance. On se croit invincible dans ces âges-là. On ne pense pas qu'il peut nous arriver quelque chose. Mais je dirais que c'est un comportement qui peut se retrouver chez d'autres conducteurs qui n'ont jamais connu aussi l'accident. Il y a une espèce d'incrédulité face à l'accident. Mais non, il y a vraiment une utilité à les entendre. Ils ont été très participatifs et à comprendre un peu ce qu'est leur réalité et pour nous, adapter nos actions en fonction de ça. Ces deux nouveaux visages à présent à la tête des sapeurs-pompiers. Ils ont été présentés aujourd'hui. Il s'agit du président et du directeur du SDIS, le service d'incendie et de secours. Le premier, beaucoup le connaissent déjà. Il s'agit de Serge Rondeau, conseiller départemental et maire de Challans. Le second est donc le nouveau patron des Hommes du Feu. Le colonel Noël Stock a pris ses fonctions il y a un mois. Il remplace le colonel Montalétan. À 54 ans, il arrive de la Charente où il était également en charge du SDIS du département. Mais malgré sa longue carrière, le colonel n'a encore jamais dirigé un département du littoral. On l'écoute. J'intègre cette organisation existante avec cette particularité de saisonnalité, puisque en été, la population dans certains endroits décuple sur le littoral, avec une organisation des secours qui est renforcée et dont je dois aujourd'hui m'inspirer pour en faire l'analyse et éventuellement regarder quelles sont les adaptations qu'il convient de faire, si tant est que ce soit nécessaire. Et avant l'été, précisons que le SDIS Vendée regroupe 2700 sapeurs-pompiers sur tout le département. L'an passé, ils ont effectué plus de 35 700 sorties, pour la plupart qui concernaient le secours à la personne. La Vendée compte désormais un vrai campus. Depuis septembre, le pôle universitaire de La Roche-sur-Yon s'est en effet agrandi avec l'arrivée de l'école supérieure du professorat, où sont formés les futurs professeurs des écoles. L'inauguration s'est déroulée cette semaine. Alors, les cours existaient déjà à La Roche-sur-Yon. Ils étaient dispensés depuis 130 ans dans un bâtiment près de la gare. Mais les locaux étaient évidemment devenus trop vétustes. L'objectif est évidemment de pouvoir accueillir de nouveaux étudiants. On écoute le président de l'Université de Nantes qui comprend donc le pôle vendéen. Aujourd'hui, nous avons à peu près 170 ou 75 étudiants. La capacité est bien supérieure, c'est au-delà de 300. Mais compte tenu des spécificités de l'ESP, on peut établir, d'après ce que j'ai entendu par la directrice tout à l'heure, un fonctionnement optimal à 250 à peu près. On va découvrir à présent cette opération originale pour permettre au public de découvrir le monde littéraire. Depuis près de 20 ans, 2 comédiens sillonnent la France pour conter, raconter et lire des histoires. Mais ils ont une façon bien à eux d'arriver sur les lieux où la lecture devient alors un vrai spectacle. Vous allez le voir, Anne-Lise Vinet les a retrouvés lors de l'une de leurs escales à La Roche-sur-Yon. 2 livreurs à mobilette, quoi de plus normal dans un quartier de La Roche-sur-Yon. Seulement, ces 2 hommes sont comédiens. C'est le moment pour eux d'entrer en scène. Allez, on s'assoit et on ne bouge plus. Pendant 20 minutes, Philippe et Laurent s'adonnent à la lecture de petits textes relaxants et philosophiques. Un menu adapté à l'humeur des spectateurs, mais aussi une volonté de transmettre un savoir. On a envie de faire connaître les textes, la littérature, la poésie, le théâtre, des extraits de romans, tout ça ce sont des extraits. Et simplement c'est de faire ressentir un peu aussi notre amour pour les mots, pour le texte, pour la langue, pour le langage. Une épicerie solidaire, un lieu insolite pour une représentation qui vise à toucher un public peu habitué au théâtre. Franchement, j'aurais pas forcément vu du théâtre s'ils n'étaient pas venus à moi. Voilà. Puis on n'a pas forcément l'impulsion d'aller au théâtre, bien que ça soit très bien, c'est super sympa. Mais là, voilà, ils viennent à domicile, je m'y attendais pas, c'est bien, ouais. Fin de la représentation, le public est conquis.
C'est joyeux, c'est de la bonne humeur, il y a plein de jeux de mots, ils sont drôles. Le fait qu'ils soient deux, c'est bien, enfin c'est super agréable, ça nous fait faire une petite pause. Au total, plus de 1000 lectures ont été réalisées depuis 16 ans dans 150 villes. Un périple qui n'est pas près de s'arrêter. Au chapitre sport, un mot de cyclisme pour vous dire que la compétition débute bien pour l'équipe vendéenne. Brian Coquard du Team Europcar vient en effet de remporter la première étape des 4 jours de Dunkerque. Imaginez, le temps d'une marée basse, la plage deviendrait le plus grand stade de foot au monde. Eh bien, le rêve est déjà réalité puisque l'opération Foot Océane revient pour la 13e édition. L'événement se déroule tous les 2 ans et l'édition 2015 a été présentée cette semaine. Et plus les marées passent, plus le nombre de participants augmente. Le samedi 6 juin, 6000 jeunes footballeurs de 6 à 8 ans sont attendus sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Sur ces images, vous découvrez l'édition 2013. L'objectif est donc à chaque fois de permettre à tous ces footballeurs en herbe de se retrouver, de s'affronter, tout en respectant les valeurs du foot qui sont, faut-il le rappeler, la tolérance, le respect et le simple plaisir de jouer. Alors en quelques chiffres, Foot Océane, c'est donc 6000 jeunes, 300 clubs, 980 équipes, 240 terrains et 3000 matchs à organiser en un temps record. L'adversaire le plus redoutable reste donc toujours la marée, comme le souligne l'organisateur. Les contraintes, c'est la marée, hein, c'est les éléments naturels. Donc le basse mer et la pleine mer. Donc nous commençons à tracer 3 heures après la basse mer, après la pleine mer, excusez-moi. Et par la suite, il faut tracer, faire jouer ces 3000 matchs et ramasser le matériel avant que la mer remonte. C'est là le défi, c'est là le challenge. Et je pense que dans tout projet, il faut qu'il soit quasiment impossible pour qu'on le réalise. À l'heure où tout se vend, certains échangent, troquent. Une bourse de graines s'est en effet tenue le week-end dernier aux Essarts. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des semences en voie de disparition. Un reportage d'Alix Lanos. Des œillets d'Inde, des giroflées, des cornichons, près de 200 variétés de tomates. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour tous les jardins. Pas question d'acheter, mais simplement d'échanger ou même de donner ces graines. Pas d'hybrides, mais des semences reproductibles qui pourraient bien disparaître de nos jardins si l'on n'en prend pas soin. Et c'est pour ça que ces amoureux de la nature se retrouvent aujourd'hui. C'est pour rencontrer plein de gens qui ont à peu près les mêmes idées, pérenniser les graines, pour que les gens puissent en avoir encore dans 10 ans. Quand nos petits-enfants ils nous diront « Dis, papy, c'est quoi ça ?» Peut-être que je serai capable de lui dire « Tu sais, mon petit, cette graine-là, elle existait en l'an 2015. Maintenant, il n'y en a plus, c'est la dernière. » Conserver les goûts et les lignées génétiques, c'est l'un des objectifs de ces échangeurs de graines. Le gros avantage, c'est d'avoir des plantes qui soient saines, qui soient résistantes. Mais ça n'empêche pas de s'appuyer toujours sur le bon travail des professionnels. Et peut-être qu'eux, un jour, auront besoin de nous, qui avons conservé aussi des lignées. Toute la journée, des amateurs, des curieux, des passionnés sont venus faire le plein de semences ou juste chercher la petite graine. Ils ont en tout cas profité de l'occasion pour découvrir et en apprendre encore un peu plus sur le sujet. Et je trouve ça super sympa et c'est très original. Et c'est vrai que ça permet en plus de conserver ces graines anciennes. Nous, on aime bien toutes les plantes vertes et tout ça, donc des plants, des graines, de la convivialité, des crêpes aux orties. Première édition du genre, Libera Verda entend bien renouveler l'opération pour que ces petites graines se sèment et se ressèment au gré des échanges entre ceux qui les cultivent. Vous le savez, vendredi, c'est le 8 mai. La France célébrera alors sa victoire durant la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, TV Vendée vous propose de découvrir l'histoire d'un Vendéen résistant et déporté en Allemagne. Après ces 2 années passées dans les camps, Maurice de la Pintière a eu besoin de dessiner, comme d'autres ont eu besoin d'écrire l'horreur qu'ils ont vue et vécue. 70 ans plus tard, pour nous, son fils replonge dans cette période. Reportage de Carl Laboureux. Là, c'était le dortoir avec ses lits où il s'entassait. Souvent, j'ai un père qui disait, bon voilà, le matin, mon voisin était mort.
La mort, la malnutrition et l'humiliation ou l'enfer des camps de concentration, c'est à travers ces aquarelles ou ces lavis précieusement conservés par son fils que Maurice de Lapintière a tenu à témoigner de ses 2 ans d'enfermement, notamment dans le camp de Dora où plus de 20 000 prisonniers ont disparu. Maurice de Lapintière, matricule 31 115, alors âgé de 24 ans en avril 1945, en reviendra quant à lui, mais hanté par les images de la terreur quotidienne des déportés. C'était gravé dans ma mémoire. J'avais les physionomies aussi bien des SS que des capots et des civils qui travaillaient à l'usine souterraine de Dora où on fabriquait les V1 et les V2. Et donc, il fallait que je le fasse tout de suite. Dessiné pour témoigner, Maurice de Lapintière réalise ainsi dès 1946 35 lavis, quelques peintures et ce journal, des œuvres plutôt que des paroles. Quand il revient des camps de concentration, c'est un homme qui mesure à peu près 1,75 m, qui pesait 35-40 kg. Il était défiguré, il avait passé 2 ans dans des conditions extrêmement misérables. Et il revient dans un monde civilisé qui ne peut pas comprendre ce qu'il a subi. Donc il a eu besoin, plutôt que de parler, car ce n'était pas un orateur spécialement, il s'est servi de son talent d'artiste pour nous parler et nous communiquer son vécu. Voilà l'image qu'il avait de Dora la mangeuse d'hommes. Ça, c'est dans le camp. La charrette du matin qui amenait le pain, la charrette du soir qui ramenait les morts. Laisser une trace et raconter l'enfer, ces œuvres sont de véritables témoignages de l'atrocité, mais elles ont aussi un rôle de mémoire. Comme c'était un homme qui avait une forte mémoire visuelle, eh bien... il s'est souvenu de la façon dont était tout le camp. Il y a le chenil qui est là, il y a le 2e crématoire, ça c'est peut-être le tunnel. Et il voulait ne pas oublier et donc se souvenir de toutes ces étapes. L'intérêt c'est que l'on divulgue cette souffrance que certains hommes ont subie pour que l'on vive libre. Donc c'est cela, on peut conserver une certaine liberté que si on se souvient de ce qui s'est passé, de notre histoire. Et ça fait partie, c'est une page de notre histoire, aussi douloureuse soit-elle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, 70 ans après la libération du camp de Dora et 9 ans après le décès de son père, Bruno de Lapintière continue d'exposer ses œuvres et d'entretenir la mémoire d'un déporté rescapé qui, sans jamais oublier, a pourtant pardonné. Et précisons que certaines des œuvres de Maurice de Lapintière sont visibles à la Vendéthèque de la Châtaigneraie jusqu'à la fin du mois de juillet. Et puis avant de refermer le journal, on jette un œil du côté du ciel et la douceur semble enfin de retour. En effet, le vent s'apaisera et les températures monteront. Il fera jusqu'à 20 degrés au meilleur de la journée. Le point complet, c'est dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.